Bienvenue à toutes et à tous dans Kana en aparté. C'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. On se retrouve ici chaque semaine pour parler de manga dans deux types d'émissions, soit pour une demi-heure d'analyse et de discussion, ou soit pour une version longue des entretiens d'une dizaine de minutes. C'est en alternance, un coup l'un et un coup l'autre. Pensez surtout à activer les notifications et à mettre une petite note, un commentaire ou à partager le programme autour de vous. Aujourd'hui, nous allons parler du temps qui passe, ou plutôt du temps qui est passé. Et oui, on va parler du Sablier, manga coming of age par excellence. Alors c'est parti pour une émission qui va aller au rythme du sable qui s'écoule. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette écoute avec Stéphanie Nunes, Mathieu Adman et Julie. Hyper intéressant aussi, c'est la relation de la famille. J'ai trouvé ça très chouette aussi, le rôle que prend la grand-mère. Toutes les émotions qui traversent les gens, qu'elles soient bonnes ou négatives. Surtout que c'est fait sans aucun jugement. Pour nous éclairer aujourd'hui, Mathieu Adman, chef de produit aux éditions Kana. Salut Mathieu. Salut la team. Stéphanie Nunes est également avec nous, directrice de la communication des éditions Kana. Salut Stéphanie. Hello, hello. Et Julie du podcast La 5e de couve est là aussi. Salut Julie. Salut à tous. Aujourd'hui, il est donc question d'un must-have en 10 volumes, un manga qui a fait date. Le Sablier, publié pour la première fois en France il y a déjà 17 ans, le temps peu à peu de devenir un classique. C'est pour ça que dans cette émission, on va se permettre de spoiler ce manga, mais vous allez voir, c'est un spoil qui est bon pour vous. On vous dévoile pas des choses qui devraient vous gâcher la lecture, mais on spoil quand même, donc sachez que si vous êtes totalement allergique à ça, il va falloir écouter cette émission en x8. Oui, parce qu'on va parler effectivement du passage à l'âge adulte. On suit quand même donc un catcheur de personnages pendant 14 ans de leur vie. Et la conclusion un peu rapide qu'on peut déjà dire, c'est que vivre, c'est se confronter aux autres. Alors je vous fais le résumé du Sablier, en tout cas le résumé du début de ce manga. Le Sablier, c'est en partie l'histoire d'un sablier. Il porte bien son nom, ce manga. Le sablier, c'est un objet tout simple, presque banal, et pourtant il raconte à lui seul l'inexorable fuite du temps. C'est quelque chose comme ça, le passé, le présent, puis le futur qui file à vue d'œil. Un sablier, c'est donc un cadeau que reçoit l'héroïne de ce manga, Anne Uekusa, mais à cette époque-là, elle ne mesure pas encore tout ce qu'il symbolise. On est donc dans le Japon contemporain, à l'époque de la sortie du manga, et Anne voit son monde basculer à l'âge de 12 ans, puisqu'en effet, ses parents divorcent. Sa mère décide de quitter Tokyo pour revenir dans sa région natale, en pleine campagne. Le changement est donc brutal pour la jeune fille, l'hiver est froid, la ville ne lui inspire rien, mais peu à peu, elle s'adapte, elle cherche et trouve sa place, et surtout, elle rencontre Daigo, un garçon de son âge, un ami précieux pour elle. La suite, c'est une histoire qui s'étire donc sur 14 ans, tu l'as dit Julie, sur 8 volumes, plus 2, 10 volumes en tout, afin de nous embarquer dans des joies, dans des peines, dans des doutes, dans les espoirs d'Anne. Le Sablier, c'est une chronique vibrante sur le temps qui passe et ses souvenirs qui remontent bien souvent quand on s'y attend le moins. C'est vraiment un manga qui est un peu un peu caché, il est un peu discret, et quand on prend le temps de faire sa connaissance, on est très vite happé parce que il a énormément de choses à nous montrer, à nous faire vivre, plein d'émotions, et déjà même si on se focalise beaucoup sur donc l'histoire de Anne, la japonaise, ce n'est pas seulement une héroïne qui va nous guider dans la lecture, c'est vraiment un quatuor, parce que donc elle va rencontrer Daigo, son voisin, qui va être là à ses côtés, et également Fuji et Shika, qui sont également frères et sœurs, mais qui vont former un groupe d'amis très très soudés, et qui vont aider Anne quand on le dit ou pas, quand sa mère va mourir. C'est le début. Exactement. Tout part de là. Vraiment, le manga commence là. Pour moi, le Sablier, c'est un énorme condensé d'émotions, en fait. Où vraiment, dès que vous prenez un tome, il va se passer 1001 choses, mais pas forcément axé sur la romance. Et c'est ça qui est assez perturbant au début, c'est que la couverture ne montre pas tant que ça quand vous prenez la couverture du tome 1. Du coup, c'est Anne et Daigo qui sont plutôt, qui rigolent, qui sont au bord de l'eau. La couve est très belle d'ailleurs. Par contre, quand vous lisez le tome 1, c'est tout de suite, chapitre 1, la mère se suicide, et on va suivre en fait Anne qui va devoir faire le deuil de sa mère, aidée par ses nouveaux amis. Et là vous prenez claque sur claque en fait, tome après tome. Les thématiques qu'on retrouve dans ce manga, c'est quoi un peu ? Oui, il y a énormément de thématiques, comme disait Mathieu à l'instant. L'amitié tout d'abord, la solidarité face au deuil, parce que le deuil aussi, ça va prendre énormément de place dans cette histoire, la tristesse, la famille, les responsabilités
puisque, comme on disait tout à l'heure, ils vont grandir, les personnages vont prendre en maturité, vont découvrir des choses à la fois sur eux-mêmes et sur leur entourage. Et il y a également, au milieu de tout ça, le sentiment amoureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on l'exprime? Comment est-ce qu'on l'accepte ou pas? Et je trouve que c'était vraiment, un tourbillon, quoi. Il y a, et comme disait Mathieu, il y a énormément à chaque lecture, à chaque tome. Ce n'est pas du tout une lecture mièvre, une lecture, on va dire, plan-plan, parce que vous passez vraiment par toutes sortes d'émotions et les personnages sont tous très très attachants les uns les autres. Et je pense que, vas-y. Pardon, excuse-moi, mais je pense qu'en fait on est au-delà d'un simple shoujo en fait. Enfin, il n'y a pas de triangle amoureux, il y a un quatuor amoureux bien sûr, mais en fait il y a la famille qui est hyper important. Et puis le premier tome, il se passe tellement de choses. Parce que comme tu disais Maxime, il y a toute la thématique du temps qui passe, justement pour comment on digère toutes ces émotions, le deuil, la tristesse, passer à quelque chose de plus joyeux. Est-ce qu'on arrive vraiment à dépasser le deuil, etc. C'est vraiment quelque chose qui est tout au long de ces 14 ans d'existence dans ce manga. C'est vraiment très très profond et moi je pense que ça fait partie des lectures du top 10 à avoir lu Mathieu, tu ne penses pas? Mais au-delà du simple shoujo, on va dire, de romance lycéenne, qui est vraiment ce qu'on voit le plus souvent maintenant chez nous en shoujo. Mais sinon, t'as quand même énormément de shoujo qui justement vont au-delà de ça et creusent dans les émotions. Mais c'est vrai que forcément, comparé justement de la... Alors moi j'adore en plus la romance lycéenne, donc pour le coup je m'y retrouve parce que j'adore rigoler et on rigole aussi dans le Sablier. Ah mais il y a tout, je dis justement qu'il y a vraiment mais tout. C'est vrai que quand on lit le Sablier, on se prend claque sur claque et on va forcément, au vu de la thématique principale qui pour moi reste quand même le deuil qu'elle va devoir faire de sa mère, on va souvent aller plutôt du côté de waouh, c'est chaud. Moi j'ai fait lire, du coup, une fois que j'ai fait la relecture pour le podcast, j'ai fait lire la série aussi à ma copine en lui disant faut absolument que tu lises, elle l'avait pas lu, c'est incroyable. Moi je l'ai retrouvé le soir en train de pleurer sur le lit, quoi. Mais elle regrettait pas parce que la lecture était vraiment très cool, mais je m'attendais très bien à ce qu'elle termine comme ça, donc c'est vraiment une expérience en fait. C'est sympa en fait comme mec, c'est ça. Ouais, voilà, moi j'apporte la bonne ambiance dans le couple. Bon, vas-y un bon coup. Mais non, tout ça pour dire que il y a des lectures des fois qui vous laissent pas insensible. Moi je l'avais lu il y a des années, je l'ai relu là pour le podcast et je me souvenais déjà que c'était une lecture qui m'avait marqué. Et là en le relisant en fait, comme toi, je le place vraiment tout en haut. Et en fait de mes mangas même. Pas que shoujo, quoi, tu vois, au global. Ah oui, mais complètement. Des mangas qui m'ont mis une claque, en fait, en termes d'émotion, en tout cas, ça va quand même très très loin. Et justement, c'est quelle émotion qui t'a accueilli, toi, Stéphanie? Moi, au début, j'aurais pensé que c'était le côté un peu fleur bleue de cette relation amoureuse entre Daigo et Anne. Et au final, non, c'est plutôt comment ils grandissent. Après, moi, je suis très touchée par Daigo qui veut vraiment aider Anne tout au long de l'histoire. En fait, il veut l'aider à s'en sortir du deuil de sa mère. Et en fait, l'échec de la relation amoureuse est un peu sur l'échec de la sortir de ce deuil qu'elle n'arrive pas à traverser. Et comment lui, en fait, il va faire aussi face à ça et essayer de sortir de ce truc de, en fait, ok, je peux pas la sauver, mais je peux être là pour elle différemment. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très, très chouette et très mature en fait. Complètement d'accord. Moi, c'est Daigo aussi qui, en fait, c'est le plus simple quand t'as pas vécu un drame comme les autres personnages. C'est forcément le plus simple sur lequel tu peux t'identifier. Et moi, vraiment, le moment qui m'a mis une énorme claque sur Daigo, c'est vers la fin. Désolé, je spoil un peu. C'est quand vraiment il lui dit en fait à Anne, non, je suis pas la personne que t'aimes le plus. La personne que t'aimes le plus, c'est ta mère, et je pourrais rien y faire contre ça. Et en fait, ça arrive ça au 7e tome où on voit tout ce qu'elle a essayé de faire pour justement oublier, essayer de faire en sorte qu'elle termine pas comme sa mère. Et là, il lui met ça en claque direct, mais il a raison en fait, parce que pour la faire avancer, il est obligé de lui dire ça, et pour pas lui aussi se retrouver prisonnier de la relation. Et là, tu fais, waouh, c'est trop fort. Non, mais après, c'est ça, enfin, la relation mère est hyper importante. Et aussi, le dernier truc aussi, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est la relation de la famille. J'ai trouvé ça très chouette aussi, le rôle que prend la grand-mère au fur et à mesure de toute la série et tout ça, où elle passe de un peu revêche, aigrie, hyper stricte et tout ça, à la super grand-mère que tout le monde a envie d'avoir, quoi. Bon, le grand-père, il est un peu plus effacé, mais il a l'air très sympa aussi. C'est le seul personnage un peu décevant parce que finalement, on le voit pas assez souvent, je trouve, le grand-père, là où la grand-mère prend une importance capitale. Mais je pense qu'on va en reparler sur le rôle des femmes, très présent et puissant, Mathieu. C'est aussi un manga qui est symbolique de son époque.
Moi je trouve c'est vraiment 2003-2006 pour les dates de publication japonaises, et c'est vraiment toute une époque quoi. On voit le Japon des années 2000, les personnages font sans cesse des allers-retours entre les paysages très urbains de Tokyo et leur province à Shimane, donc qui effectivement est quand même très synonyme de campagne et de cambrousse, hein, pour dire ce qui est. Et il y a une espèce de ton très rafraîchissant aussi, parce que on n'était pas encore à l'époque des réseaux sociaux, les gens devaient prendre rendez-vous pour s'appeler, pour même si c'était le début des téléphones portables, et voilà, ils font tous des petits jobs pour se payer un téléphone qui permettra d'appeler leur amoureux, leur amoureuse. Enfin, il y a cette sincérité là, enfin que nous peut-être qui nous fait, en tout cas moi me fait penser avec nostalgie à certaines années. Disons que la relation à distance, elle est vraiment à distance. Là, pour le coup, c'est dur. Et encore, il y avait déjà un début de. Oui, t'avais au moins le téléphone. Voilà. Il y avait le fixe, il y avait le téléphone fixe. Oui. Exactement. Puis c'est un manga qui a eu beaucoup de succès à sa sortie au Japon. Ah, mais ça a été un succès incroyable. Enfin, en tout cas, elle a eu, donc comme je disais tout à l'heure, la série a commencé en 2003, mais dès 2005, elle a eu un prix Shogakukan de la meilleure série destination d'un public féminin. Et très vite, ça a été adapté, que ça soit en drama, que ça soit en film. En 2008, voilà, il y a eu un film qui a fait quand même un box-office et a tout pété, puisqu'il y a eu quand même 1 milliard de revenus, ce qui est quand même pas rien. Et pour ce qui est du manga, oui, je crois qu'on est en tout cas à plus de 7 millions d'exemplaires en circulation, pardon, au Japon. Et en fait, c'est vraiment le titre qui a assis la carrière de Ashihara Hinako, et qui lui a permis, jusqu'à présent, elle était beaucoup dans des séries courtes, beaucoup de petites histoires qu'elle publiait en recueil. Et là, c'était 10 volumes d'un coup sur tout un univers, sur une brochette de personnages, une galerie, et c'est vraiment, c'était comme tu dis, vraiment dans l'air du temps, une sorte de dynamisme super enjoué quoi. Tu parles de galerie, rentrons dans la galerie des portraits des personnages féminins dont tu parlais, Stéphanie, il y a quelques instants. Comment tu dépeins, comment tu la décris cette galerie? Moi je trouve que c'est vraiment encore une fois en écho avec cette fameuse époque des années 2000, un manga sur la condition féminine, parce que il y a toutes sortes de femmes différentes. Elles travaillent pas, elles sont au foyer, elles sont toubibs, elles sont parfois elles travaillent dans des bars, elles essayent de divorcer, de se remarier, elles ont toutes des états d'âme, elles sont toutes indépendantes ou plus ou moins, chacune fait face avec ses moyens à ses problèmes, et elles sont toutes des modèles en fait pour Anne qui les voit depuis ses 12 ans jusqu'à l'âge où elle-même va devenir un modèle pour sa petite sœur, etc. Et je trouve que c'est vraiment c'était vraiment une espèce de manga sur c'est un peu désuet de dire ça, mais sur le pouvoir féminin quoi, d'être enfin indépendante et d'essayer d'avoir du contrôle sur sa vie. Moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Haruka qui est dans un host club quoi, donc elle est hôtesse, etc. Il y a un petit moment où ça m'a fait faire un petit coup de vieux, parce que du coup t'as été host club aussi. T'étais hôtesse. Je voulais vous raconter un de mes souvenirs. Non mais Fuji à un moment lui dit, parce que Anne est impressionnée par la confiance en elle qu'elle a, tout ce qu'elle dégage et tout ça et tout, et du coup Fuji lui dit ouais je sais, on dirait qu'elle est jeune, mais bon elle a 34 ans quoi. Et j'étais là et elle a 4 enfants. Et j'étais là, purée, 34 ans, ça va, tu sais. C'est ça aussi les années 2000. C'est ça aussi les années 2000, c'est le petit coup de vieux. Mais je trouvais que c'était cool parce que, comme tu disais, Julie, c'est toutes les personnes féminines qu'elle rencontre au cours du manga et qui lui sont peu ou pas proches, ou très proches, pardon, lui apportent quelque chose et lui montrent une facette qu'elle n'est pas ou qu'elle ne veut pas explorer pour l'instant. Et là, Haruka, c'était vraiment la confiance en elle et rebondir, quoi. Surtout que c'est fait sans aucun jugement. C'est-à-dire qu'on ne fait que croiser des femmes qui ont des situations totalement différentes et des parcours totalement différents. Et à aucun moment, on te dit, en fait, elle a la vie qu'il faut avoir, ou non, en fait, c'est elle qui a la vie qu'il faut avoir. En fait, elles ont tous vécu. Et il aurait tous arrivé des choses différentes, et elles en ressortent grandies par leur expérience.
La seule où au début on peut se dire oula, on n'a pas envie de devenir comme elle, c'est la grand-mère au début, et elle, ça se désamorce très très vite parce que suite au deuil justement, elle prend le rôle en fait de la mère de Anne, et là on se rend compte que c'est aussi une personne formidable. Donc c'est vraiment assez fort d'avoir une galerie aussi variée et de malgré tout faire en sorte que tous tes personnages sont humains et donnent envie de devenir comme eux. Oui, et puis pour le public, en tout cas féminin japonais de l'époque, je pense qu'il y avait cette question du mariage ou pas, de l'émancipation par le travail ou pas, qui était aussi finalement en toile de fond de la trajectoire d'Anne et de ses copines, parce que même dès qu'elle les retrouve au lycée, très vite vient la question de est-ce que tu vas continuer à faire des études ou est-ce que tu vas essayer de choper un bon parti et te marier, devenir mère, et toutes, même les personnages de la génération de leur mère sont confrontés à cette question, et on voit que finalement même si voilà, le Japon, les années 2000, ça commençait déjà à faire beaucoup rêver l'Occident, les premiers téléphones portables, les premiers trucs très très modernes, le positionnement des femmes dans la société était encore très précaire, quoi. Et juste, pardon, avec ce que tu dis, en fait, je me rends compte qu'effectivement, il y a toute une galerie de personnages elle a le don, cette autrice, d'arriver à raconter vraiment et à ce qu'on s'attache aux personnages en très peu de pages. Parce que je me rappelle que la mère de Daigo, Hiroko, c'est ça? Oui. Ouais. T'as vu Julie comme elle est fière de moi parce que je me rappelle le nom. Voilà, Hiroko, je sais pas, à un moment on fait un petit flashback de quand est-ce qu'elle a connu la maman de Anne, Miwako, et en très peu de pages, elle arrive vraiment à nous faire ressentir de l'empathie à travers tous les personnages. C'est vraiment, c'est tellement bien tourné, c'est vraiment hyper bien. Voilà. Et puis symbolique de son époque aussi. Exactement. Mais moi je trouve que il y a une énergie incroyable qui est portée beaucoup par les personnages, qu'ils soient garçons ou filles, hein, vraiment. Mais il y avait une espèce de niaque. Ils voulaient vraiment aller de l'avant, sortir de leurs soucis, pas trop se regarder le nombril et essayer de réaliser leurs rêves, de réaliser, en tout cas de trouver leur bonheur. Et c'est vraiment une espèce d'énergie comme ça qui a porté ce manga sur ces 10 tomes, et c'était hyper précieux pour ça. Parmi les potentiels héritiers de ce manga et du travail d'Inako Ashihara, on retrouve notamment le travail de Fujimomo, l'autrice Date Ellie, qui revient en France avec une nouvelle œuvre nommée C'est de l'amour, crois-moi, et on en parle ensemble tout de suite dans l'aparté. Et pour commencer cet aparté, je vous propose d'aller sur le pitch de C'est de l'amour, crois-moi, directement. Risa Amakawa est une jeune lycéenne très studieuse, très sérieuse et très indépendante. Un caractère qui malgré tout s'accorde très bien avec l'altruisme. Oui, elle se préoccupe malgré tout des autres, et notamment de Zen, un garçon loin d'être un premier de la classe, et plutôt premier de la bagarre, et encore. Zen, c'est un garçon très fier, très buté, presque stéréotypé, et quand Risa lui propose son aide, il la refuse. Bien évidemment, leur rencontre, c'est un point de départ, un point de rencontre entre deux personnes bien carapacées et entre deux mondes qui semblent bien différents. Oui, moi j'ai l'impression qu'on va vraiment assister à une rencontre un petit peu, attendue, puisque c'est la très sérieuse jeune fille, très studieuse, Risa, qui rencontre, comme tu disais, le voyou au grand cœur, Zen, qui a tout du grand leader de bande de voyous, quoi. Ça, c'est un classique de la rencontre, de la romance, tout support confondu, non? Oui. C'est souvent les deux opposés qui s'attirent. En tout cas, ça pour le coup, on est en plein dedans. On est presque dans Dirty Dancing, tu vois. Oh, j'adore. Me lance pas là-dessus. Après, là, c'est vrai que ils sont au lycée, donc ils commencent déjà à être un peu loin de l'enfance, mais il y a un peu de naïveté, un peu de fraîcheur qui persiste malgré tout, et on est très content de voir que, je sais pas s'ils sont si différents que ça finalement, parce que les deux sont très obstinés. Sur le pitch de base, en tout cas, quand on les pose, on te dit clairement qu'ils viennent de deux mondes séparés et qu'ils sont jamais censés se rencontrer et que c'est fortuit. D'ailleurs, la rencontre en soi est assez intéressante parce que, justement, là, pour le coup, ça inverse les codes.
C'est pas lui qui va venir l'aider parce qu'elle se fait harceler ou agresser, c'est plutôt l'inverse. Lui qui est censé être le bagarreur leader, en fait, il s'est fait complètement rétamer. Et c'est elle qui va lui tendre la main en lui prêtant une serviette parce que il est complètement cuit. Et c'est là, en fait, que va commencer leur relation. Et en lui donnant l'adresse de l'hôpital le plus proche, quand même, elle est hyper organisée. J'aurais pas pu, moi, déjà. Non, moi non plus. Pas su l'adresse. Alors, tu connais déjà pas les adresses en général. Exactement. C'est une romance adolescente. Le curseur, on le met où en niveau de romance adolescente? Je dirais que pour l'instant, c'est classique. Après, on n'a qu'un tome 1 pour le moment. Ça va vite, par contre. Ça, c'est plutôt après ça. Ouais, même si la tendance est quand même que vite. récemment, ça va quand même toujours de plus en plus vite. On est de moins en moins dans vraiment les romances qui durent 8 tomes avant de se tenir la main. Là, ça va quand même assez vite. Et c'est plutôt cool, d'ailleurs. Ils sont à moto aussi. Ça va vite. Ouais, ça va bien vu. Hein. J'ai tendu la perche et j'aurais pas dû. Après, moi, je trouve que la moto, justement, ça ouvre aussi sur un autre imaginaire. Là, t'as la version romantique, en fait, avec un garçon qui, il a une espèce de charisme de leader de quartier. Tout le monde lui fait confiance. Les commerçants le trouvent sympathique. Il est là pour aider les gens et il est pas du tout dans une espèce de rapport de force et de domination de territoire. Mais bon, peut-être que l'histoire va changer après, on ne sait pas. C'est de l'amour, crois-moi. Est-ce que vous aviez un dernier mot à rajouter sur ce titre? On remercie en tout cas déjà Fujimomo qui a été grave impliqué dans le lancement en France où dès le début ils nous ont dit qu'elle était vraiment partante pour faire plein de choses et donc vous avez sûrement déjà dû voir le super shikishi qu'elle a fait, qu'elle nous a envoyé, que vous allez avoir du coup en goodies pour le tome 1 en ex libris en repro, donc il sera disponible partout. Donc franchement ça fait plaisir parce qu'on n'a pas toujours l'occasion nous d'avoir des auteurs aussi motivés et donc merci encore à elle, à Kodansha. La version longue de cet aparté consacrée à C'est de l'amour, crois-moi, est à retrouver la semaine prochaine. On revient sur le Sablier maintenant, parlons recommandations. Maintenant qu'on a lu les 8 ou 10 tomes du Sablier, on enchaîne sur quoi? Moi je trouve que chez Kana il y a énormément de choses puisque si on a aimé le Sablier, alors moi j'ai un faible pour Sawako. Il faut lire Sawako, de toute façon. Il y a l'autre série de la même autrice de Ashihara, donc Peace. Qui est très bien, ouais. Qui est très bien également. Qui est un peu plus thriller dans l'esprit. Exactement. Un peu moins romance. Et très psychologique mais avec une ambiance très prenante et beaucoup de personnages aussi. Ouais, énormément, ouais. Mais sinon je pensais à L'enfant en moi parce que je trouve que c'est un titre qu'on n'a pas beaucoup évoqué jusqu'à présent, mais là je crois qu'il y a déjà 6 tomes de publiés. C'est ça. Et c'est quand même un sujet très important de croisement de l'âge adulte et de la fin de l'adolescence, quoi, hein. Donc je trouvais qu'il avait sa place dans ses recommandations. Et après moi j'aime beaucoup Nemu Yoko. Donc New Job, New Life, ce genre de manga sur le début dans la vie active. Les premiers boulots, les premières amours, les premières prises de tête qui sont vraiment très toujours un peu palpitantes, quoi. Enfin palpitantes vraiment au sens où on sent que notre cœur s'emballe en disant qu'est-ce qui va leur arriver. Et pour finir, il y a le Inde qui est également là peut-être un peu plus éloigné de l'adolescence parce qu'on arrive vraiment sur un josei avec des personnages très adultes qui sont toujours dans cette question, le mariage, le travail, comment calibrer pour être heureux malgré tout. On vient d'en parler pendant 3 minutes. Il y a aussi C'est de l'amour, crois-moi, évidemment, qu'on peut recommander aussi aux lecteurs de Peace. Est-ce qu'on peut avoir d'autres, parce qu'il est quand même énorme le catalogue. En shoujo, vous avez tellement. Et Mathieu est un très gros lecteur de shoujo contrairement à moi, donc je vais te laisser. Pour rester dans la thématique du deuil, moi je verrais sur Entre les lignes en fait aussi, où vraiment oui, on quitte un peu l'aspect romance, mais par contre on garde clairement l'aspect deuil. Et c'est très compliqué en fait le Sablier parce que ça parle de tellement de choses que j'ai du mal justement moi à conseiller des romances comédies, donc tout ce qui est Yosaki Saka, si vous êtes fan de la romance forcément vous allez vous y retrouver, mais si c'est pas ce qui vous a plu dans le Sablier, c'est là aussi où la passerelle est pas aussi évidente, et je trouve que Entre les lignes c'est un bon lien en fait.
T'en avais d'autres encore, Julie? Bah moi j'aime bien mon histoire à moi. Je trouve que en termes de c'est des ados qui se cherchent, qui s'affirment, qui savent qu'ils sont pas dans les codes quoi, enfin qui sont un peu différents. Mais c'est excellent surtout. Oui, c'est très 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 bien. Et effectivement, si vous voulez vous délester un peu de tout ce qui est un peu pesant avec le sablier, même si cette série est très drôle aussi. Hein. Je pensais à une des séries récentes qu'il y a dans votre catalogue, 4 frères pour moi, qui moi me fait beaucoup rire parce que c'est vraiment des histoires d'amourettes ou de combinées avec des caractères très opposés. Là, on peut pas faire plus opposé, je pense. De persos qui se rencontrent et qui veulent tous bien faire, mais qui ne savent pas forcément comment. Le Sablier, c'est aussi un manga donc qui aborde la question du deuil, mais aussi la question de la santé mentale. Oui, une question très délicate et je trouve que en fait c'est une des marques de Hinako Ashihara parce que on le disait dans les recommandations, Peace également, c'est vraiment porté sur toutes les émotions qui traversent les gens, qu'elles soient bonnes ou négatives. Vraiment elle n'hésite pas à parler de dépression. Les personnages vont voir des psychologues ou des psychiatres, des choses qui sont encore très peu explorées en fait dans les mangas parce que je pense dans la société japonaise c'est pas forcément des sujets qui sont encore abordés. Pas qu'au Japon, hein, même chez nous, oui. Finalement, on dit pas si facilement qu'on va chez le psy. Voilà, et ça commence. Surtout, il a 20 ans ce manga. Oui, enfin, 15 ans, je veux dire. Exactement. Et effectivement, le deuil et le suicide, en fait, ça devient un peu les pierres angulaires des trajectoires humaines qu'elle dessine pour ses personnages. Et ce qui est terrible, c'est que, en fait, cette autrice a elle-même disparu donc en janvier 2024 puisque elle s'est suicidée et en fait c'est vraiment très très triste parce que on se dit que quand elle a commencé à voir sa carrière décoller, il y avait certains thèmes, certaines problématiques qui étaient en germe peut-être dans son esprit et on le sait, mangaka c'est un travail avec beaucoup de pression, beaucoup de on peut être très vite acculé par le temps ou par des pressions éditoriales c'est vraiment dommage de voir que malgré tous les efforts qu'elle a fait, tout le succès qu'elle a reçu parce que en tout cas son travail a porté des fruits. Et moi, ce qui me rend triste, c'est de voir que dans Le Sablier, à un moment, elle fait dire à Anne et à sa mère que même entourées par tous leurs amis, par toute leur famille, elles sont seules en fait. Elles sont seules face à leur tristesse, face à leur désespoir, de ne pas trouver d'issue à leurs problèmes de que ça soit le deuil, que ça soit la dépression finalement. Et je trouve que ce besoin de stabilité, peut-être que c'était une de ses quêtes personnelles, mais ça on saura pas. Ouais, et puis c'est difficile aujourd'hui de pas mettre en lien ce qu'on peut voir dans Peace avec sa trajectoire de vie à elle. Et après, juste quand tu parlais du deuil et tout, qu'elle était seule face à ça. Enfin, effectivement, il n'y a que elle qui peut s'en sortir de ça. Mais par contre, je trouve que au travers de ce manga, elle montre que elle est toujours entourée et que les personnes pour qui elle compte et qui l'aiment sont là et essayent. Et tu vois aussi le côté des aidants qui voient aussi la personne ne pas s'en sortir et qui essayent coûte que coûte de l'aider. Donc c'est à la fois t'es à la fois dans la tête de l'héroïne qui n'y arrive pas à surmonter l'épreuve et dans la tête des autres qui se sentent impuissants. Donc c'est chouette qu'elle arrive c'est chouette, pas chouette, mais elle arrive vraiment à montrer ces deux facettes là, je trouve. Impuissant, et c'est même destructeur limite pour les deux parties. Et à un moment, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut qu'ils s'éloignent parce que sinon ça mène nulle part. Et c'est là où t'as raison, Maxime, c'est que lire Le Sablier maintenant, avec le contexte du coup de l'autrice et quand tu sais ce qui s'est passé, une fois de plus, ça te remet une claque. Du coup, c'est pas que le récit qui te met une claque, mais comme tu dis, on peut pas s'empêcher de faire le lien, de voir quand même des passerelles et te dire... C'est pour ça que c'est quand même une lecture qu'il faut lire, parce que vraiment, je pense qu'il y a vraiment un avant, un après. Par contre, faut être préparé. C'est pas des thèmes qui sont faciles, qui sont agréables, mais je pense que c'est des thèmes qui sont nécessaires en tout cas. Est-ce que tu veux, pour terminer cette émission, rajouter une dernière chose sur le récit sur Le Sablier ?
Comme je le disais en introduction, vraiment, ce que nous apprend le sablier, c'est que vivre, c'est se confronter aux autres. Et je pense qu'elle l'a expérimenté. Je parle de l'autrice, et que elle a, malgré tout ce qu'elle nous a offert, elle n'a peut-être pas su trouver ses réponses. Mais quand on lit le sablier, en fait, oui, il y a le temps qui passe, il y a toutes ces métaphores sur le temps, mais il y a également une autre métaphore qui est évoquée parfois, c'est que, en fait, nous sommes tous des sabliers, parce que nous sommes tous constitués de millions de souvenirs qui sont comme des grains de sable, qui nous habitent, qui sont nous, en fait. Et oui, parfois, ça va être des choses de notre passé, mais qui vont nous aider à aller vers notre futur. Et je trouve qu'en cela, c'est vraiment une œuvre qui est à part, parce que elle constitue vraiment une espèce de bulle qui peut accueillir notre chagrin, qui peut répondre parfois à certaines questions qu'on se pose. Et c'est en cela que moi, je suis vraiment pour que chaque ado puisse le lire au moins une fois. Et même quand vous n'êtes plus des ados, relisez-le, c'est bien. Le sablier, en plus, c'est en 10 volumes, donc c'est une lecture assez rapide, sachant que l'histoire, pour l'autrice, se conclut au 8e volume. Oui, mais là où, effectivement, je trouve que tous ces deux petits recueils complémentaires sont vraiment là pour t'apporter d'autres choses dans ta lecture, pas seulement le plaisir de retrouver les personnages, parce que il y a des flashbacks sur l'enfance des persos principaux, mais il y a aussi tout un voile qui est levé sur l'histoire de leur mère, des 3 mamans, donc des personnages du fameux quatuor central, mais il y a également aussi une vision de qu'est-ce qu'ils vont être une fois plus âgés, quoi. Et ça, c'est super. Quand on est fan et qu'on s'attache autant à ces personnages, c'est vraiment un super cadeau, je trouve. Pour retrouver le sablier, c'est en librairie que ça se passe. Les 10 tomes sont intégralement disponibles, tout comme les 10 tomes de Peace également. Si votre libraire ne les a pas, il peut les commander. Tout est en stock, tout est disponible et ça arrive très vite en magasin. Si vous n'avez jamais demandé à votre libraire de vous commander un bouquin, ça arrive très vite. Et accessoirement, c'est un des mangas, voire le manga préféré de Crystal Ullans, qui est la DG de chez Kana. Donc, vous inquiétez pas, le sablier, ça devrait rester quand même très longtemps dans notre catalogue. Qui était dans l'émission il y a 3 semaines, si je ne dis pas de bêtises, que vous avez pu entendre son rapport à Naruto et à monsieur Kishimoto. C'était assez fou aussi d'avoir tous ces souvenirs. Bref, on dérive. Le tome 1 de C'est de l'amour, crois-moi, est lui aussi disponible en librairie. Il est sur toutes les bonnes tables de nouveautés de votre libraire, normalement. Voilà, merci à tous pour votre écoute. N'oubliez pas, commentaires, notes, petite étoile, c'est toujours encourageant. N'oubliez pas non plus de vous abonner à l'émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ciao. Merci. Merci. Merci.